Encore cette semaine, je suis ici pour vous parler un petit peu avant notre émission. Et je vous rappelle notre concours, parce qu'on a lancé ça la semaine dernière et c'est fantastique. Il y a des inscriptions qui entrent pour notre concours de Katia Darèche pour gagner un CD physique, du CD que Katia a sorti en février dernier et qui comprend, ma foi, de très, très belles chansons. Vous le savez, Katia, c'est mon amie depuis toujours. Mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. Mais j'ai même pu assister à... J'ai été, témoin privilégié pendant la préparation et la production de ce CD-là. J'ai entendu des chansons en état de maquette et ça a été vraiment quelque chose de très, très extraordinaire à vivre. Et je vous propose là, de participer au concours pour avoir la chance de gagner une copie de ce CD qui vous sera par la suite envoyé par la poste. Donc, je vous invite à écouter les informations qui suivent pour savoir comment participer à ce concours. Entendez nous présenter les invités de Connaissez-vous semaine après semaine depuis le début de cette saison. Il s'agit de Katia Darèche. Mais le saviez-vous? Katia a sorti un tout nouvel album country en février dernier. Pour célébrer cet événement, nous vous offrons la possibilité d'en gagner un exemplaire en participant à notre petit concours. Pour ce faire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com et à nous mentionner quelle a été votre entrevue préférée de Connaissez-vous depuis ses débuts. Ce concours s'adresse aux résidents du Canada seulement et vous avez jusqu'au dimanche 16 mai à midi pour y participer. Le gagnant sera mentionné dans l'émission du 28 mai prochain et son album lui sera acheminé par la poste. Bonne chance à tous et à toutes! Alors voilà, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à nous écrire. C'est une adresse que vous connaissez. C'est l'adresse de notre site internet www.martinchouinard.com. Vous savez aussi que Katia fait de la radio sur Radio-Québec Country. C'est une radio internet. Ceux qui ont des assistants vocaux peuvent demander de jouer ce poste-là, Radio-Québec Country. Katia est là le vendredi de 18h à 22h et le samedi de 14h à 17h. Et Katia est très, très omniprésente sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez lui écrire, vous pouvez entrer en contact avec elle. Pendant les heures de son émission, vous pouvez aussi lui faire des demandes spéciales, des salutations, tout ça, et Katia va se faire un plaisir. Et je sais que j'ai des auditeurs de Connaissez-vous qui le font, qui communiquent avec elle régulièrement. Et je voulais vous en parler la semaine passée, j'ai oublié, mais Katia fait de nombreuses entrevues là, dans le but de promouvoir la sortie de son album samedi. Le 17 avril dernier, ça fait pas si longtemps, elle a fait une entrevue à Canal M, la radio de Vues et Voix. Donc, je vous invite à la suivre et je vous invite à continuer de nous suivre. On est fin avril, mais il va y avoir des entrevues jusqu'à la fin du mois de mai. Et après, je m'amuse toujours à le dire, c'est le temps de faire du rattrapage, d'écouter des entrevues qui vous ont peut-être échappé ou que vous n'avez pas eu le temps d'écouter. Et vous pouvez revenir jusqu'au tout début de l'existence de Connaissez-vous. Et je le rappelle, Connaissez-vous, ça a commencé le vendredi 3 mars 2017 et toutes les entrevues sont encore disponibles. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bonne écoute, que Connaissez-vous puisse encore vous apporter
des suggestions d'activités, des petites, des petites choses qui peuvent des fois vous permettre de mieux réussir certaines activités ou mettre de l'avant vos projets futurs. Bonne semaine. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un homme qui n'a jamais laissé ses problèmes de vision lui dicter sa conduite, Martin Dufour. Cette semaine encore, je suis très content de vous présenter quelqu'un que j'ai connu, je pourrais dire un peu grâce aux bouche à oreille de mes invités précédents et un peu aussi par les médias sociaux et je dirais même Facebook. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter aussi et qui fait plein de choses, qui fait des sports, qui fait tout ça. Ça fait qu'on a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Et en plus, on se parle entre Martin, ce qui est quand même assez rare. Alors, je vous présente mon invité. Il s'appelle Martin Dufour. Tout d'abord, bonjour Martin. Bonjour Martin. Merci d'avoir accepté de participer au projet. C'est une personne de plus qui, à mon avis, peut être très intéressante. Et tu as accepté sans trop d'hésitation. Ça fait que ça fait quand même aussi plaisir pour moi de te parler aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on fasse un peu comme avec tous les autres invités, qu'on commence un peu par le début, si tu es d'accord, de nous dire un peu vers quelle année tu es né, à quel endroit. Je suis né en 1970, à l'hôpital. OK. Donc, en 1970, là, les enfants, ils naissaient à l'hôpital. Oui, effectivement. Encore. Non, je suis né à Montréal, le 14 mars 1970. Ce qui fait que j'ai eu mon 50 ans l'année passée. Donc, j'ai grandi jusqu'à temps que j'arrive jusqu'en première année dans le coin de Ville-Saint-Michel. Et par la suite, mes parents déménagé sur la Rive-Sud. Donc, Le Moine, Longueuil et Saint-Hubert, ça a été, depuis ce temps-là, je suis jamais retourné. Je suis toujours resté sur la Rive-Sud depuis. OK, d'accord. Donc, un garçon de la Rive-Sud, principalement. Oui, là, effectivement. OK, ben c'est un beau coin, c'est tranquille. Oui. Comme je dis toujours en blague, il me payerait honnêtement pour vivre à Montréal. Là. C'est pas que j'aime. La ville, point de vue accommodation, si on prend pour un handicapé visuel, c'est très, très accommodé. C'est quand même pas mal mieux que la Rive-Sud, là, pour certaines choses. Mais quand tu as une maison, tu as des enfants, vivre en ville, là, c'est pas nécessairement le paradis, mettons. Ben, moi, j'ai resté 2 années tout seul à Montréal, puis je dirais déjà de choisir le quartier, déjà en partant, je saurais même plus. Ça fait que j'ai trouvé comme un bon compromis, je dirais, à Longueuil, parce que, bon, si on a affaire à Montréal, c'est pas loin, on peut y aller très facilement. Et toi, Martin, ton problème de vision, ça se résume en quoi? Moi, c'est pas une maladie, c'est des cataractes congénitales qui ont été mal opérées, malheureusement. Donc, je suis un petit peu dans certaines sphères de ma vie un peu hors norme parce que normalement, je n'aurais pas dû être handicapé visuel parce que j'ai eu 3 enfants, j'ai des petits-enfants aussi, puis 2 de mes 3 enfants en ont eu, puis 2 de mes 4 petits-enfants en ont eu aussi, mais ils ont été opérés, puis ils voient très bien aujourd'hui, là. Ils ont des lunettes, mais leur vision est quasiment parfaite, là. OK, ça fait que normalement, c'est opérable et puis ça fait pas un problème aussi prononcé que toi, t'as eu, là. Non, effectivement. Parce que, technologiquement parlant, faire ça résumer vite, c'est que maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le cristallin, tout simplement, pour la ligne. Puis, c'est compensé par une lentille par la suite, soit des verres de contact ou des lunettes quand tu es en très bas âge. Puis, plus tard, tu peux te faire des implants de cristallin quand tu arrives à la majorité, parce que l'œil a fini de grandir. Dans mon cas, moi, le médecin, lui, a décidé de gratter. C'est qu'au lieu de prendre juste 2 opérations en très bas âge, ça en a pris 6. Oh, tabarouette, OK. Grosso modo, c'est que mon œil, c'est juste, ma force de mon œil, c'est jamais développée. OK.
Fait que ce que je vois, en général, c'est un petit peu bizarre de dire, mais je vois très bien. Donc, j'ai un prise des couleurs parfait, mais je vois à peu près comme 15-20% d'une personne normale. C'est au niveau de la distance, l'acuité ou la lecture ou des choses comme ça, j'ai vraiment une très, très basse vision. Mais je veux dire, quand je regarde, quand je vois les formes, quand je vois quelqu'un, tu sais, je reconnais son visage de proche, là, mais c'est sûr que quand il se distancie de moi, je le vois plus. Mais OK, mais tu es quand même capable de reconnaître par le visage, là, si tu es à une distance là, satisfaisante pour toi, là. Mais ça se fait encore, là. Oui, effectivement. Puis ma vision va, entre guillemets, se dégrader avec le temps, mais comme une personne normale. Je vois une petite baisse de vision, là, mais j'ai pas de maladie, j'ai pas d'aggravation, c'est juste vraiment que mes opérations ont été mal opérées, tout simplement. Et quand tu dis mal opéré, est-ce que, je veux pas qu'on rentre dans les détails, est-ce que c'est à cause de l'époque? Il était moins habitué dans ce temps-là avec cette problématique-là, ou? J'ai su par après que quand je suis né en 70, il y a un docteur, pour faire ça vite, le docteur Jacob, qui a amené la technique qu'ils prennent maintenant, qui est enlevé le cristallin. Donc, quand j'étais opéré fin 70, normalement, le médecin aurait dû prendre cette technique-là parce qu'elle avait été apportée. OK, déjà. OK. Fait que c'est juste qu'elle l'a pas pris. Pour quelle raison? Je sais pas. Je vais me parler au docteur par la suite, là. Mais c'est ça. C'est un choix de technique, là, qui... Oui, effectivement. OK. D'accord. Et revenons quand même à ton enfance. Est-ce que toi, t'es né dans une grosse famille? Est-ce que... Non, je suis le plus vieux d'une famille de 2. Okay. J'ai un frère, tout simplement, qui est 1 an plus jeune que moi. Ma mère était fille unique. Mon père, qui est mort quand même quand j'étais assez jeune, si j'aurais eu des mononcles, des matantes, j'en aurais une tonne, parce qu'il était 22 dans sa famille. Autant! 22? Oui, il était 22. Okay. Sauf que il a toujours été un peu en discordance avec sa famille, fait que j'ai connu 2 mononcles, puis c'est à peu près tout. Mais au point de vue familial, comme quand je me suis marié avec ma femme, on n'était pas tellement... On n'a pas des grosses familles, ni un ni l'autre, là, fait que ça, familialement parlant, c'est assez sobre. Et quand tu étais jeune, ton problème de vision, tu dirais que c'est quoi tes souvenirs? Comment tu t'en es aperçu? Ça a été quoi tes problématiques? Mes problématiques, vu que j'ai pas été décelé comme un handicap, si on peut dire un handicapé avec une déficience visuelle jeune, je me voyais comme une personne normale avec des lunettes très, très épaisses. Genre 1 pouce d'épais à peu près comme lunettes. Là. C'était épais dans ce temps-là. Hein, oui, c'était très épais. Là. C'était très pesant aussi. Ça faisait mal aux oreilles, ça faisait mal au nez. J'avais des montures en corne, là, puis c'est ça. C'était pesant comme le Moses. Parce que nous, toi et moi, on a 5 ans de différence, hein, mais je me rappelle de ça. Hein, c'était lourd, les lunettes. C'était l'enfer. Puis j'étais assis le premier, j'étais toujours assis en avant de la classe, toujours. Fait que je réussissais en me levant souvent ou demandant au professeur de m'aider. L'avantage que j'avais, j'étais la balle de la classe. Fait que vu que je le prenais très vite, puis j'avais pas besoin de le faire répéter 10 000 fois, ça aidait dans mon processus, dans mon cheminement quand j'ai grandi. Fait que c'était ça. J'étais un enfant avec des lunettes très, très épaisses, mais qui étaient ça en avant. Puis qui faisait ce qu'il avait à faire. J'ai pas... mes amis, c'était tous mes amis dans ma classe, c'est des amis qui étaient voyants. Et, j'ai été reconnu officiellement avec l'Institut Nazareth-Loubert quand je suis arrivé au cégep. Avant ça, pour moi, j'étais une personne, je veux pas dire ça normal, parce que c'est pas le bon terminologie, mais je suis une personne sans handicap, parce que j'étais fonctionnel. Fait que vu que j'étais fonctionnel, mais mes parents non plus poussaient pas trop, puis ils savaient pas tout ce qui existait, l'Institut Nazareth-Loubert, etc. Ça existait dans ces années-là, mais ils étaient pas au courant de ce que ça pouvait faire pour moi. Fait que ça restait comme ça. J'ai fait mon premier secondaire normalement. Mais à l'école, tu dis, bon, des fois, il fallait que je me lève pour voir au tableau, demander au professeur. Ouais. Est-ce que pour lire, ça allait? Tu étais capable de lire... Je lisais comme, mettons, quand je lisais un livre, je me mettais comme même pas 1 pouce de mes lunettes pour être capable de lire. Là. Il fallait que je lise extrêmement proche. Collé dans ton livre. Oui, collé dans... J'avais la face dans le livre, là, carrément. Carrément, OK. Mais c'est ça, le prof t'aidait un peu, puis tu y arrivais. Ça fait que il n'y avait pas plus d'adaptation. Ben, c'est ça, vu que tu n'avais pas de centre de réadaptation, forcément pas vraiment d'adaptation non plus, là, à part peut-être pour les lunettes. Là.
Ben, c'est ça. Les lunettes à ça, j'allais voir un opticien normal, là, comme, OK. c'était juste que c'était des lunettes, genre, si on est vraiment des plus 22, là, si on fait une force, pour ceux qui connaissent un petit peu les forces, là. Mais, même avec le plus 22, je me ramassais à voir comme, pas beaucoup. Tu sais, c'est ça, je faisais juste me débrouiller. Et avant l'école, est-ce que tu avais eu connaissance de quelque chose? Admettons, si tu jouais dehors avec des amis, des choses comme ça, est-ce que tu avais des choses que tu n'arrivais pas à faire, que tu voyais que les autres faisaient? Ou Non, honnêtement, ça, c'est une chose que j'ai toujours appris. Je me suis jamais mis de limitation. Que ce soit même faire du sport, jouer à la balle, même si j'avais de la misère à le faire, je le faisais pareil, puis j'aimais pas ça me donner des limitations. Même aujourd'hui, je m'en donne le moins possible, là. Fait que, quand j'étais jeune, j'ai fait partie des équipes de balle, puis je jouais au ballon chasseur avec les autres, puis je jouais au kickball, puis j'étais avec mes amis, puis c'était pas mal ça mon créneau, là. Je n'avais pas de limitation. Je m'en donnais pas, puis mes parents m'en donnaient pas non plus. Non, mais c'est merveilleux, c'est cool, puis je veux pas je veux pas essayer de trouver des bébites où ce qu'il y en a Non, pas. c'est correct. Mais sauf que bon, tu y parvenais quand même, là. Je veux dire, si on Oui. joue au baseball, forcément faut voir arriver la balle, puis tout ça, ça fait que tu le voyais, là. Ben, je me débrouillais. C'est que j'y allais OK. beaucoup avec, tu sais, quand on est plus jeune, c'est sûr qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est différent, là, mais quand t'es jeune, ben, la balle va pas nécessairement aussi loin. Fait que j'étais souvent comme lanceur ou quelque chose comme ça. Fait que ça me permettait de voir la balle au moins partir. Fait que ça me permettait de réagir un petit peu. OK. Mais dans le champ, c'est sûr que je pouvais pas, là. Si je vois dépasser l'avant-champ, là, je peux pas voir la balle du tout, là. Ça, tu t'organisais pour être aux endroits où ce que tu Ouais. pouvais y parvenir, puis où ce que tu Exactement. pouvais être, comme on dirait, là, utile à ton équipe. Puis, Ouais. puis est-ce que tu étais très sportif en partant? Est-ce que c'était important pour toi de justement d'être capable de jouer à tous les jeux? Puis, t'étais-tu un enfant à la base sportif? J'étais à la base un intello sportif, oui. Ah, Parce OK. que j'aimais ça, être dehors, jouer dehors. J'ai jamais été fait de hockey officiellement dans mon jeune temps. J'ai fait du baseball pendant 3 étés. J'ai fait du soccer quand j'étais jeune. Puis l'été avec mes amis, mais on jouait. Puis l'hiver, on jouait sur la glace, là, dehors sur les patinoires au hockey entre amis. Mais j'étais toujours dehors quand j'étais jeune, là. J'étais bon à l'école, fait que j'arrivais chez nous, puis 5 minutes après mes devoirs étaient finis, fait que ça me permettait de... Ouais, c'est ça, j'allais dire, parce que c'est ça, tu disais que t'étais bon, t'apprenais vite, ça fait que, bon, pas trop de temps à consacrer aux devoirs parce que ça se Non, faisait rapidement, puis après ça ça se faisait. donnait du temps pour jouer. Exactement. Ah, J'avais pas de temps perdu le moins possible. Puis j'étais pas un enfant de maison, j'étais un enfant d'être dehors. Avec les amis, puis se promener, puis avoir du plaisir. Puis... donc, c'est ça, socialement, ça se passait bien, tu étais capable de te faire des amis rapidement. Ouais, j'étais capable de faire des amis. Malheureusement, ça fait partie des choses moins le fun, là. J'étais promettais intimidation, puis ça a été très fort quand j'étais au primaire, là. Étant donné que j'étais le gars avec des grosses lunettes épaisses qui était la bolle de l'école, puis que il était le chouchou de tous les professeurs, mettons que ça concordait pas avec bien des personnes, malheureusement. J'avais beaucoup d'amis. C'est ça, ça aide à attirer les Ouais. les plaisanteries. Juste Ouais. les lunettes en partant, hein, c'est... Ah ouais, je me faisais briser 5 à 6 paires de lunettes par année en moyenne. Ah oui, sérieux, ça allait jusque-là? Ah ouais. Oui, c'était... j'ai eu plusieurs mauvais petits souvenirs de ça, mais puis dans ce temps-là, dans des années 70 à 80, l'intimidation puis le bullying, ça existait pas. C'était quand j'allais voir les professeurs ou quand on parlait au directeur, voir c'est des enfants, là, c'est comme on laissait beaucoup aller plus que qu'est-ce qu'on aujourd'hui ce qui m'arrivait aurait pas passé aujourd'hui, là. Ça n'aurait jamais passé en 100 ans. C'est vrai quand même, hein. Dans ce temps-là, là, c'était, c'est ça, comme tu dis, hein, des enfants qui jouent, puis C'est ça. il y a comme un leader dans le groupe qui se permet d'être plus Ouais. plus Plus insultant. achalant. Ouais, plus insultant, plus intimidant, puis les autres, mais elles veulent pas prendre ta place, fait qu'ils laissent aller, puis j'avais l'avantage de courir extrêmement vite, fait que, mettons, 3 journées sur 5, je suis réussi à dépasser en partant. Je savais que c'était pas arrivé, fait que je partais en courant le plus vite possible. Puis je m'en allais chez nous.
Fait que ça, c'est un avantage de courir vite. Ouais, puis d'être d'être capable de prévoir un peu là ce qui Ouais. va Ouais, se passer. Puis c'est ça qui était difficile à comprendre quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis peut-être plus capable. Là, c'est que je faisais pas rien pour attirer. Tu sais, j'étais pas comme baveux. J'étais dans mon petit coin, je faisais mes travaux, j'achalais personne. J'aidais même le monde à faire leurs devoirs, ceux qui avaient des difficultés. Puis c'était correct, mais tu sais, je comprenais pas dans ce temps-là pourquoi. Puis honnêtement, je le comprends un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est juste plate que les jeunes sont. C'était pas reconnu. Je suis content qu'aujourd'hui, ils en parlent beaucoup. Là. C'est une très bonne chose. Puis je trouve ça vraiment très bien. mais tu disais au primaire, donc au secondaire, ça s'est estompé. Ben, c'est parce que j'ai grandi extrêmement vite. Je mesurais 6 pieds 2 en l'âge d'à peu près 11 ans. Oh, tabarouette! OK. J'étais en plus d'être la bolle puis les lunettes épaisses, j'étais le plus grand de la classe tout le temps. Ouais, mais ça attire le respect un peu, ça, avec le temps. Au primaire, non. Au secondaire, oui. Okay. Au secondaire, je me suis comme réveillé, puis je me suis pu laisser marcher ses pieds, puis après ça a été correct. Mais le primaire, ça n'a vraiment pas été un bout très rose de ce côté-là. Là. Hey, mais 6 pieds 2 à 11 ans, c'est quelque chose quand même. Ouais, j'étais une grande échalote. Et là, maintenant, tu mesures combien? Je suis rendu à peu près 6 pieds 1, 6 pieds 1,5 pouces. Là, j'ai un petit peu diminué. Là, J'en ai perdu un petit peu, là, mais c'est ça. OK, donc à 6 pieds 2, là, t'étais quand même pas mal. T'avais quand même pas mal fini de grandir. Ouais, j'ai arrêté de grandir extrêmement vite. Là, c'est fou. Là, c'est ça, t'as eu la poussée de croissance de bonheur, puis. Ah oui, extrêmement de bonheur. OK. Donc là, au secondaire, après, bon, c'est plus calme, c'est plus. Ouais, c'est ce qui est l'avantage, c'est qu'au primaire, on était dans une petite, j'étais à Ville-le-Moine, sur la Rive-Sud. Ouais. Fait que c'était on avait une classe de première année, une classe de deuxième. Fait que tout mon primaire, c'est les 6 années que j'étais là, ben, c'était toujours la même gang qui me suivait, là. C'est vrai, ouais, ça a ça comme un peu comme, Tandis au secondaire, ben là, tu te ramasses j'étais à Gérophilion, fait que tu te ramasses dans des classes séparées, où t'as des amis que tu côtoies ici et là qui reviennent, mais que tu changes quand même un petit peu là, de classe à classe. Tu n'as jamais les mêmes personnes. Puis l'école est plus grosse, fait que ça m'a permis plus de fondre dans le peuple du secondaire, mais comme j'ai continué à faire du sport, j'ai continué à être bon à l'école, j'étais dans les 2 meilleurs étudiants de Gérophilion. Fait que ça m'a toujours resté, puis j'étais quelqu'un qui était très studieux. Fait que ça j'ai pas perdu mes choses en grandissant. Au contraire, j'ai plus développé certains des réflexes de défense que j'avais pas au primaire. Il n'y a pas eu de rébellion à l'adolescence, puis. Pas du tout. Pas du tout. J'ai été très, très, très sage. Et ouais, non, excuse-moi. Ouais, un petit peu le petit chouchou des profs encore, puis sauf qu'au secondaire, je sais pas pourquoi, ça passait mieux. Le même principe encore, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça aider. Fait que les élèves qui avaient plus de difficultés, mais je les aidais dans les cours ou l'après-cours pour comprendre certaines notions qu'ils n'avaient pas compris en classe, puis ça me faisait plaisir, puis j'aimais ça. Mais malgré le fait que tu étais dans les meilleurs étudiants de l'école, est-ce que tu avais sûrement quand même des matières que tu aimais moins? C'était quoi comme les matières que... La seule matière que j'aimais le moins, puis malheureusement, j'ai jamais eu de bons professeurs dans ces matières-là, c'est en religion. Ouais, les profs de religion n'étaient pas très, très, mettons, ils vendaient pas beaucoup bien leurs produits dans ces années-là. C'était ça, mais en part ça, l'avantage quand tu es bon dans tout, c'est que ça te permet de tout aimer. Fait que c'est un avantage que j'ai toujours apprécié. Là, même aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aime ça. Toucher à tout, voir tout, goûter à tout. Si c'est nouveau, comme l'exemple que je donne toujours aux personnes, si je vais dans un restaurant, la première affaire que je vais goûter, je vais essayer de manger, c'est quelque chose que j'ai jamais mangé. C'est officiel, c'est ça, je suis comme ça. J'aime ça, voir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles affaires, voir des nouvelles expériences. Puis au secondaire, ça m'a trouvé très, très utile d'avoir cette mentalité-là. Ça a été très, très le fun. Ben, quand je me replonge, moi, dans mon secondaire, c'est qu'il y avait des matières que j'aimais pas. Ça fait qu'il y avait tout le temps des moments dans la journée ou, tu sais, dans la semaine que je me disais, oh non, pas ce cours-là. Toi, forcément, clairement, c'était pas ça. Ça fait que t'étais toujours content d'aller au cours puis de... Oui.
Secondaire, ça a toujours été le seul petit bout que pas, c'est pas que j'aimais pas, mais à cause de mes yeux, c'était moins évident quand on a fait les cours d'économie familiale. Les moments, il fallait faire des affaires de couture, Ouais, puis puis de des choses comme ça. cuisine, puis tout ça, là, ouais. Ben, cuisine, c'était pas pire. Je suis Ça un bon allait. cuistot. OK. Ouais, mais les affaires de couture, là, ça, c'était vraiment pas mon dedans. C'était, me passer un fil dans un show, puis ensuite, faire des points, puis le kit, là, ça, c'était, ouais, c'était moins intéressant un petit peu. Mais j'aimais le cours pareil parce que c'était juste une partie, c'était comme un tiers de Ouais, il y l'année avait qui comme était 3-4, en tout cas, nous autres, c'était comme ça. Il y avait comme ouais, 3-4 modules, là, 3-4 ouais, sections effectivement. là-dedans, là. Puis, c'est ça, si on tombait dans la couture, ben là, bon, c'était la couture, mais après ça, Ouais, c'est ça. ça changeait de sujet. Puis, mais, ouais, OK, c'est que la couture, un peu moins, mais encore là à cause des yeux. Ouais, c'est ça, OK. effectivement. Et là, au secondaire, quand est venu le temps de penser là, à ce que tu ferais plus tard, est-ce que tu avais une idée déjà de ce que tu souhaitais? Depuis que j'étais tout petit, depuis je pense que j'avais 3-4 ans, le plus loin que je peux me rappeler, là, mon rêve a toujours été de devenir docteur. Puis ça, OK. c'était mon rêve le plus chéri. Je me déguisais en docteur à l'Halloween tout le temps. Quand c'était temps de faire des parties, j'étais déguisé en docteur. J'avais 6-7 ans, puis j'écoutais les émissions qui jouaient à la télé dans le temps, genre Dr. Welby ou des choses comme ça. Quand il parlait de médecine, là, ma mère, faut pas m'enlever devant la TV, là, j'étais assis devant la TV, la face collée dedans, puis ça m'intéressait, puis ça m'animait, je trouvais ça super intéressant. Puis plus que je grandissais avec le secondaire, mais plus que je voyais que c'était quelque chose de quand même potentiellement intéressant parce que j'avais les notes pauvres. Fait que, tu sais, je me voyais comme cheminer graduellement, cégep, université, etc., etc. C'était ça mon rêve de toujours, de devenir médecin. Mais là, t'avais quand même pas la vision suffisante pour ça, j'imagine. Ben, là encore, on prend en perspective que je ne savais pas encore. Là. OK. Moi, dans ma tête, j'étais une personne, je dis toujours, je dis normal, je vais le dire souvent, mais je veux dire, je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Là. J'étais pas une personne avec un handicap visuel. J'étais juste quelqu'un qui avait la difficulté à voir, point. Mon mur, je l'ai frappé quand j'étais arrivé en secondaire 5, quand j'ai vu l'orienteur, et que là, je me rappelle encore de la phrase qui, quand je le dis, me fait comme des frissons, là. Ben voyons, il dit, tu seras jamais de médecin, avec les yeux que t'as, t'imagines-tu? Un patient rentre dans ton bureau, puis t'as la prescription de coller devant ta face pour qu'il faut aller l'écrire, il dit, il aura jamais confiance en toi, là. Ils t'ont dit ça bing bang boom de Ah même, oui, là. l'orienteur, il a sorti ça comme ça. Ben, bing bang. Ça a fait comme, ah, bon, OK. Méchante douche froide, quand même, là. Ouais, mettons que ça fait tout le travail que tu as fait puis que tu pensais faire pour arriver à quelque chose, ça fonctionne pas. Puis après ça, ben là, tu fais quoi? Ben, mon deuxième hypothèse, ça aurait été d'aller en actuariat. C'était ça. Tout le monde me disait que j'étais bon en maths, j'étais bon dans tout ce qui était rattaché à l'arithmétique et tout ça. Fait que sur ma page de mon album de finissant, mon meilleur ami m'avait écrit ça. Il est très bon en chiffres, on va sûrement le voir, ça va être un des très bons actuaires au Québec. Ça, c'était ça qui avait mis sur dans mon album de finissant. Là. OK. Et là, est-ce que tu t'es dirigé vers ça? Parce que tu parlais Pas de du cégep? tout. Non? Pas du tout. Les murs, malheureusement, ont commencé là. Là, j'ai fait mon secondaire, je finis mon secondaire 5, ça s'est bien passé, je rentre au cégep. Puis je me rappelle encore, c'est à ce moment-là là, que j'ai commencé à vivre ou à reconnaître. J'étais arrivé à mon premier cours de calcul différentiel intégral. J'étais assis en avant au premier bureau parce que je sais que j'aurais la misère à voir. Puis le professeur écrit très petit. Bon, déjà en partant, vraiment ça que aide je suis pas capable de le voir. Fait que je me lève, comme que j'ai toujours fait le long de mon primaire, mon secondaire. Je m'en vais m'asseoir au bureau du professeur, comme que j'ai toujours fait. Puis je me mets là, j'étais capable de voir ce qu'il écrivait. Fait que je commence à transcrire sur mes feuilles, les formules, puis tout ça, puis tout le tralala. Puis le professeur m'en est, il s'en est jamais rendu compte, il se retourne d'abord, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est parce que je prends des notes. Je vois pas. Non, tu vas t'asseoir à ton bureau, puis t'as pas d'affaire à mon bureau, tu peux copier dans mon livre. J'ai dit, écoutez, monsieur, je suis même pas capable de voir ce que j'écris dans mon livre à moi. Puis le professeur commence à m'enguirlander, fait que je suis sorti du cours vraiment en beau fusil. Le cours d'après, c'était le premier examen du cours. Je fais mon examen. Je donne mon travail. Il corrige. Puis j'ai eu comme 50%. Et je dis, pourquoi? Il montre mon examen. J'ai toutes les bonnes réponses.
Il dit, ouais, c'est parce que là, tu m'as pas montré tous tes développements comme il faut. Fait que vu que tu n'as pas montré tes développements, tu perds 50% de tes points. D'accord. Fait que là, à partir de ce moment-là, ça a été, mettons, j'ai reviré de bout pour bout, là, c'est comme, ça fonctionnait plus dans ma tête, là, je comprenais pas. Puis c'était à sa force de parler, puis je sais pas, je me rappelle honnêtement, plus le déclic qui m'a fait aller à l'Institut Nazareth Loubraille, mais à un moment donné, il y a un déclic qui s'est passé, puis quelqu'un, je me rappelle plus de qui honnêtement, dans ces années-là, qui m'a dit, va voir, dit, peut-être, il y a quelque chose là. Puis c'est là que j'ai été, entre guillemets, diagnostiqué comme étant handicapé visuel. Puis c'est depuis ce temps-là que je suis reconnu officiellement, comme je dis. Mais avant ça, dans ma tête à moi, c'était pas ça. C'était un cheminement comme puis le mur-là, comme malheureusement, je l'ai frappé, puis je l'ai frappé très fort, puis ça a été très difficile pendant les plusieurs années qui ont suivi après ça. J'étais avec ma blonde, j'ai eu mon premier enfant. J'essaie de me trouver des travails, ça fonctionnait pas parce que là, j'étais reconnu comme handicapé visuel. Fait que là, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai été un bon 5-6 ans, là, pas dans un noir, là, mais un gris foncé. Et j'en parlais avec un autre invité, je me souviens plus lequel, mais à partir du moment où ce qu'on parle de problèmes visuels, ouais. Où ce que ça va prendre comme une adaptation, aussi légère soit-elle, les employeurs, souvent, ils ont peur, puis ils passent au prochain dossier. Puis... Mais effectivement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Je veux ouais. dire, on est rendu en 2020, 2021, mettons même. Mais si on parle de ces années-là, j'étais 17-19 ans, 17-22 ans, là, c'est-à-dire début 90, là, c'était pas autant reconnu, pas autant... il n'y a pas autant de visibilité qu'il y en a aujourd'hui, là. Puis, ouais, mais Martin, moi, c'est-tu ce qui me turlupine des fois? C'est que, tu sais, là, tu dis on était rendu en 1990, puis des fois, j'ai l'impression qu'on était encore en 1960. Tu sais, c'est ouais, ça qui... Il n'y a pas eu beaucoup de cheminement pendant ces années-là. Aujourd'hui, il y en a eu beaucoup, puis ça s'est fait... Il n'y en a pas encore assez, il faudrait qu'il y en ait plus, puis ça, c'est correct. C'est un autre sujet de discussion, mais... Ça s'est fait plus vite, là, qu'entre... oui, effectivement, parce que... Quand j'entends ça, là, 1990, je me dis, tabarouette, en 1990, on s'en souvient encore très bien ce qui s'est passé en 1990, puis... mais non, en ce qui concerne disons, la sensibilisation était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Non, effectivement. Donc, il y a eu, faire le pas, aller à l'institut, recevoir comme le diagnostic, tout ça, se rendre compte que se trouver un emploi, ça va être pas aussi facile qu'on pensait. Ça a été comme une période, comme tu dirais, un peu grisâtre. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est... Je pense que c'est la naissance de ma fille, parce que j'ai connu ma femme. Ma femme, c'est ma première blonde. Puis j'en ai pas eu d'autres. Puis j'étais avec elle, ça va faire 34 ans qu'on est ensemble. Wow, OK, quand même. Ça va faire 27 ans, 28 ans qu'on est mariés. Est-ce qu'on peut demander comment vous vous êtes rencontrés? Oui, c'est une anecdote que j'aime ça raconter parce que tout le monde la trouve cute, puis c'est pas que c'est juste cute, c'est vrai. Mon père est décédé quand j'ai eu 15 ans. OK. Puis rendu à 17 ans, lors du secondaire 5, le bal définissant, ça faisait comme 5-6 filles que je demandais, puis aucune qui me disait oui. Fait que c'était comme un petit peu plate, mais c'était ça. Puis à ma fête du 14 mars 1987, je demandais à mon père, je dis, père, je te demande pas grand-chose. Je dis, tu pourrais-tu t'arranger pour que je me trouve une blonde pour le bal définissant? Puis la semaine d'après, j'ai rencontré ma femme. Par l'entremise d'un ami, je parlais de jeux vidéo, puis de tout le tralala, puis j'ai toujours été bon avec les jeux vidéo, fait qu'on s'est rencontrés, on s'est mis à parler de ça, parle, puis le 21 mars 1987, on sort ensemble, puis on s'est pas lâché depuis. Hey, c'est quand même, ça vaut la peine de demander peut-être à nos proches des fois, un petit service comme ça, un petit coup de pouce. Je demandais pas de l'argent, je demandais pas d'être millionnaire, je demandais juste de rencontrer quelqu'un de bien que je pourrais faire un bout de vie avec, puis le bout de vie, il est quand même assez long.
Ouais, c'est un bon bout de vie, là, si on considère Ouais, que c'est on pas... espère un autre 34 ans encore. On se croise les doigts. Ouais, c'est ça, c'est pas terminé, puis... Non, non, non. Puis le premier enfant, ça veut dire, il est arrivé quand même t'étais assez jeune, t'étais... Oui. Mhm. Ma première fille, ma petite fille Karine, on l'a eu en 1991. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. OK. Fait que je l'ai eu à 20, officiellement, je l'ai eu à 20 ans. J'ai eu 21 ans 10 jours plus tard parce qu'elle est le 12 mars 1991. Et puis là, je me sens indiscret, mais je vais quand même poser la question. Vas-y. Mais est-ce que, parce que avoir des enfants, est-ce que c'est parce que là, on comprend. Tu disais bon, tu sais, avant le cégep, tu disais j'ai un, tu sais, je vois mal, mais je suis pas handicapé. Mais à partir du moment où ce que t'as compris que tu étais handicapé, est-ce que venir avoir un enfant, ça a été, t'as-tu eu le temps de penser à ça? On avait pensé, on en avait parlé un petit peu. Notre but officiellement, c'était d'en avoir comme jusqu'à 4-5 enfants. C'était ça. OK. Notre discussion, on était tous deux d'accord pour avoir des enfants. Quand Karine est née, on n'était pas nécessairement dans les meilleures affaires sur la Terre. J'étais sur l'aide sociale, on vivait dans tout ça chez mes beaux-parents, mais on s'aimait, on aimait ça être ensemble. Puis depuis que ma première fille est née, il y a eu des affaires plates, mais en général, ça a toujours été des bonnes choses qui se sont passées. Mon père nous a toujours, je sais pas toujours, jamais eu de problème monétaire. C'est comme, j'ai jamais été comme riche comme Crésus, là, mais on n'a jamais été. C'est ça, être capable quand même de vivre oui, toujours être décemment, capable de puis vivre. tout ça. Là. Mm-hmm. Puis point de vue travail, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que ça a été quoi tes premières expériences? Mes premières expériences de travail, officiellement, ça a été quand ça allait un petit peu mal, fait que j'ai été comme travailler dans des shops de bois ou des affaires comme ça parce que je trouvais pas rien d'autre. Par la suite, j'ai été comme 5 ans à faire plusieurs projets, programmes, genre travailler au SRAM ou des choses comme ça, travailler avec des projets gouvernementaux qui sont subventionnés pour les handicapés visuels, etc., etc. Puis par la suite, depuis 1999, je travaille à la Banque nationale. J'ai cheminé, là, j'ai fait plusieurs postes là, mais ça va faire 22 ans là, que je suis à la Banque nationale. OK. Et là, quand tu faisais différents projets, est-ce que toi, pour travailler, bon, c'est sûr, tu avais un ordinateur, est-ce que tu utilisais comme un grossissement de caractères? Est-ce que Oui, on utilisait un grossissement puis une télévisionneuse aussi beaucoup qui était utilisée là, OK. pour lire les documents ou des choses comme ça. Puis ça m'a permis de plus connaître un petit peu le monde des handicapés visuels parce que comme je dis, moi, mettons jusqu'à 20 ans, j'en ai pas d'amis handicapés visuels. Là. Tous mes amis, c'est des amis voyants. Fait que je connaissais pas le monde, je connaissais pas le milieu, je connaissais pas l'entourage. Puis à force de travailler dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que c'est un milieu qui est quand même bien tissé, dans le sens que tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Tu sais, tu connais-tu, mettons, Joe Blanchard? Oui, Joe Blanchard, celui qui a travaillé à telle place. Oui, il fait telle. Tu sais, tout le monde se connaît. C'est facile de faire des liens comme entre personnes qui se connaissent. Exactement. Puis il y a tellement de, tu sais, je prends mettons comme le hockey avec les bouts, il y a tellement de différents types de sphères de personnes qui travaillent. On a du monde qui sont en finance, du monde qui sont au milieu scolaire, du monde dans le milieu banquier, il y en a qui sont des journaliers, il y en a qui sont cuisiniers. Il y a tout, ça te permet de pouvoir te dire, c'est faisable aujourd'hui de s'épanouir, d'avoir une possibilité de faire quelque chose. Puis même, j'ai vu, là, peut-être 5-6 ans, puis ça m'a fait un peu reculer. Je me sentais un peu triste, mais j'ai trouvé ça bien pareil qu'une femme aux États-Unis qui était aveugle totale et qui avait eu sa maîtrise, elle était devenue docteur. Fait que ce qu'elle faisait quand elle allait comme voir des patients, elle avait comme un accompagnateur qui était avec elle. Puis quand c'était temps de voir, un exemple, j'ai une rougeur sur le bras, oui, une rougeur à telle place puis telle place. Fait qu'il décrivait c'était quoi le symptôme ou le côté visuel qu'elle pouvait pas voir, puis elle pouvait faire ses diagnostics avec ça. OK. Ben quand même. Il y a eu place à une ouverture aussi d'esprit puis de sensibilisation là auprès de son employeur incroyable. Effectivement. Mm-hmm. Ouais, j'avais trouvé ça au reportage, je fais comme wow, c'est comme j'aurais aimé ça qu'en 1987, il y avait quelqu'un comme ça qui aurait pu peut-être me motiver un petit peu plus, là, mais c'est ça, c'est correct. C'est pas j'aime pas ça trop ruminer dans le passé. Là. Ça s'est passé, je suis content de ma vie aujourd'hui avec les mieux.
avec mes enfants, ma femme, puis mes amis, puis mon entourage, puis mon hockey, ma balle molle, ma maison. Comme je dis, en général, la plupart, les majeures parties de ma vie depuis après cette période-là, là, c'est comme ça, c'est relativement bien passé en général. Si on en revenait comme aux premiers emplois, est-ce que tu sentais, parce que tu disais que tu as fait des projets, des programmes, tout ça, Oui. est-ce que tu sentais, vu que c'était justement des projets, plus d'ouverture, plus de facilité à t'intégrer à ces programmes-là? Oui, c'était honnêtement très facile parce que c'était des projets pour le monde. J'ai toujours travaillé pour le monde des handicapés visuels. Là. Fait que OK. dans ces projets-là. Fait que c'est sûr que l'ouverture était là. Là. C'était des comme le SRAM, quand j'ai travaillé un an de temps pour eux autres, qu'un projet pour peut-être ouvrir un bureau sur la Rive-Sud dans le temps, ça fait très longtemps. C'était des personnes, il y avait comme avec moi, il y avait Gilles Ouellet qui travaillait avec moi. Puis, OK, le RAM. le RAM, j'ai dit SRAM, hein, Ouais, parce que là, le SRAM, je pensais au truc de cégep, là, pour être admis dans les cégeps. Non, c'est le RAM, excuse-moi. OK. J'ai mis un S de trop. Parce que, OK. Puis c'est ça. Fait que l'ouverture était là, je veux dire. Et c'est là que tu as connu des non-voyants, forcément, là. Oui, j'ai commencé un petit peu à en connaître là. Comme mon premier, entre guillemets, non-voyant que j'ai connu, c'est Gilles Ouellet, qui maintenant travaille à l'UQAM puis s'occupe des hiboux aussi. Là. Fait qu'il a fait beaucoup de choses. Puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je voyais ça. Puis là, dans la coopérative où j'habitais, il y avait 2 personnes qui étaient handicapées visuelles. Puis tout le monde se parlait, puis tout le monde se connaissait. Puis je faisais comment c'est quand même une communauté qui peut être intéressante. Je veux dire, c'est une micro-société, hein, oui, ça m'a aidé à cheminer parce que, comme je dis, la zone grise que j'ai passée, là, de être normal à être handicapé visuel, ça n'a vraiment pas été facile, là, parce que dans ma tête, je cogitais pas. Puis là, on dirait que depuis que je me le faisais comme, que je l'annonçais, parce qu'il nous disait, oui, il faut que tu l'annonces, il faut que tu dises à ton employeur que tu es handicapé visuel, parce qu'il y a des prérequis, etc., etc. Puis j'avais plus de job. Partout où j'appliquais, il y a personne qui m'embauchait. Que ce soit dans les jobs de manutentionnaire, n'importe où. C'était comme, tout était fermé, puis c'était comme, waouh, c'est difficile, là. Je veux dire, je pensais pas que ça pourrait être difficile de même de fait que j'annonce. Avant, quand je l'annonçais pas, ça faisait juste comme, bon, ok, tu vois pas ça, c'est correct. Ça passait comme bien. Ça passait comme mieux. C'est ça, c'est de le dire. C'est les termes, hein, des fois, qui font peur, puis tout ça. C'est fou. Ouais, c'est... Aujourd'hui, l'ouverture, elle est là, mais je veux dire, c'est ça, dans ces années-là. Oui, on recule encore, là, des fameuses de années 90. Oui, c'est ça. Et la Banque nationale, ça, c'était pas un projet, là, c'était pas un programme, c'était... Ça a été, je veux pas être méchant ce que je veux dire, mais mon premier vrai emploi que je me suis trouvé tout seul. C'est ça, là. Pas dans le monde des non-voyants, ni rien. Non, du tout. Mm-hmm. C'était, les autres projets, c'est le fun, les projets que j'ai faits, là, je les apprécie, sauf que c'était toujours, parce que quelqu'un parlait de moi à quelqu'un d'autre, puis ouais, Martin, c'est un bon employé, parce que le projet finissait, fait qu'il y a un autre qui va commencer, tu te rends compte que tu l'engages, il est comme pas mauvais, fait que, pendant 50 ans, j'ai fait ça, j'ai cheminé à travers les projets, puis à travers les subventions, parce que, un parlait de moi à l'autre, puis l'autre parlait de moi à l'autre, puis etc., etc. Mais la banque, c'est moi qui appliquais par moi-même. Puis c'est sûr qu'on a hâte un jour de trouver comme un emploi plus stable, que ce soit justement dans nos fonctions, puis financièrement aussi, puis tout ça, ça fait que ça c'est le premier que tu as trouvé de moi-même, de toi-même, par toi-même, sans aide entre guillemets, sans aide de personne, sans bureau, puis là aujourd'hui, comme je dis, c'est ils savent que j'ai un handicap visuel, puis ils s'acclimatent à moi beaucoup. Les aides sont là, il n'y en a pas de blocage. Là, mais est-ce que au départ, ça a été... tu leur as dit que tu avais un handicap visuel, puis ils ont été ouverts, puis ils ont été... Honnêtement, c'est un peu de ma faute, un petit peu. Je l'ai dit, mais à demi-mot. Fait que oui, j'ai dit j'ai une limitation visuelle, mais que je suis capable de me débrouiller. OK. Mais les premières années... pour moi, c'était difficile de dire j'ai besoin d'aide. Fait que je travaillais à 1 pouce et demi de mon ordinateur tout le temps, puis je rushais vraiment beaucoup, là, parce que je voulais qu'il m'accepte, point à la ligne. C'est le même que je le voyais, là. Puis je pense que ça aurait été mieux. Aujourd'hui, c'est correct, là, je veux dire, ça va très bien, mais ça aurait été plus facile dans mon cheminement de carrière dans la banque de le dire, puis de dire j'ai besoin de certaines aides, certaines adaptations pour mon poste, au lieu de juste faire avec puis de me débrouiller.
Parce que aujourd'hui, quand je demande, ça passe super bien. Puis j'avais tellement peur. J'étais tellement content de trouver ce job-là. On s'entend, tu sais, une banque nationale, c'est comme une grande institution. Tu peux cheminer. Il y a t'as plein de grosses affaires, des avantages bancaires, des avantages personnels, plans de pensée. Tout dans ma tête, miroitait ça. Puis j'avais une famille, j'avais ma petite fille, ma femme était enceinte, fait que j'en avais un deuxième qui était sur le chemin. Fait que tout ça mis ensemble faisait que je travaillais super fort, mais je disais pas grand-chose parce que je voulais pas déplacer d'air trop. Je voulais juste. Ouais, tu n'avais pas tous les moyens à ta disposition, qui auraient pu être à ta disposition pour moins rusher, là, pour. Du tout. Puis je voulais pas. Puis c'est ça que. Tu sais, c'est le cheminement de vie t'a fait qu'avant ça allait tellement moins bien que quand j'ai trouvé ça, j'ai fait comme, OK, là, je veux que ça aille bien. Fait que je dis pas un mot, puis je teste à mon poste, puis je fais mes affaires, puis je me rangeais pour être le meilleur, puis je faisais tout ce qu'il fallait qu'il soit fait, et même plus. Je me rappelle d'avoir fait des quarts de travail de fou parce que je voulais juste pas rien dire. Je faisais des 50 heures par semaine, puis je faisais des chiffres de 12 heures, puis c'est ça. Parce que c'était accommodé. Chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, je disais toujours oui. C'était jamais non. C'était toujours oui. Et là, comment c'est venu le changement pour que tu aies plus d'adaptation puis plus de soutien, disons, technique? Ben, c'est en parlant parce que j'avais commencé avec les Hiboux de Montréal, mais dans ma tête, les Hiboux, c'était du hockey, point à la ligne. Mais à un moment donné, à force de parler avec les membres de Hibou, puis là, qui me parlaient, m'éloquaient ou me parlaient de certaines petites choses, disaient, ben, ouais, tu sais, il y a des adaptations, tu peux les demander, même à l'Institut Mézard-Cloubert, ils peuvent aller à ton poste, à ton travail, puis c'est très bien vu par les employeurs, ils vont t'aider, s'il y a quelque chose, c'est l'Institut qui va payer pour, la banque a rien à débourser, puis, tu sais, ils me faisaient miroiter le fait que c'était correct que je travaille, mais que c'était peut-être correct encore mieux que je travaille bien. Tu sais, que je sois bien dans mon milieu de travail puis que je sois pas obligé d'avoir des mal de tête quand j'arrive chez nous le soir ou mal au dos parce que je suis tout croche. Ben, c'est ça, j'allais dire, là. Il y a le fait que tu devais te forcer les yeux énormément, puis... J'avais des mal de tête à tous les jours, c'était fou. Là. Toute la question d'ergonomie, là. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais c'est super important. C'est très, très important, vraiment, là. Fait que c'est ça, c'est en force de parler avec les fameuses personnes du milieu qui m'encourageaient de regarde, fais ta démarche, fais ci. Puis après quelques années, j'ai fait comme après comme genre 6-7 ans, j'étais rendu à la banque, j'ai dit bon, je pense que j'ai montré que je suis capable d'être bon employé. Fait que ça serait le fun que j'ai un bon comme mon milieu de travail, pas au niveau de mes collègues, mais au niveau de mon environnement physique, soit peut-être mieux adapté pour moi, puis que je sois capable de mieux fonctionner, puis peut-être sans rusher, puis c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai travaillé avec un plus gros moniteur, j'utilise un logiciel de coulissement, puis tout va bien. Là, je veux dire, c'est pas la mer à boire, puis j'aurais dû le demander quand je suis rentré à la banque, point à la ligne. Ben, quand t'as peur, ben c'est le seul message peut-être le monde qui écoute puis qui pourrait entendre, c'est de ne pas avoir peur de dénoncer ses besoins. Si la personne ou l'employeur n'est pas prêt à faire le petit pas pour t'aider à ton besoin, c'est peut-être pas à bonne place, point à la ligne. Mais là, selon ce que toi, tu nous racontes, c'est que, bon, là, évidemment, toi, t'avais peur aussi, mais en tout cas, reste que tu leur as quand même démontré que ce que tu étais capable de faire sans les adaptations C'est ça. Et là, bon, ben, là, ça faisait plusieurs années, ça aurait été bien maudit de te mettre à la porte rendu là, ça fait que... Ben, c'est ça. Puis même, mon gestionnaire à ce moment-là m'a dit, ah ouais, pourquoi tu ne nous as pas demandé ça avant? Tu sais, on aurait pu t'aider. Puis je me sentais pas à l'aise de le demander. Là, à cette heure, je le demande. Puis ça a comme bien passé. Des fois, on est trop orgueilleux. Hein, puis ça, c'est un de mes gros défauts. Là. Je suis très, très orgueilleux. Oh oui, puis tu sais, je veux dire, c'est le fun que tu en parles parce que c'est sûr que l'orgueil, c'est quelque chose que plusieurs ont, là, qui sont orgueilleux. Là, c'est pas toi tout seul. Il y en a plein d'autres. Alors, ça, mais... mettons l'orgueil de côté, des fois. Oui. Pour le bien-être, là, ça vaut 100 fois la peine. Là. Et là, tu mentionnais aussi que tu as changé souvent de poste. Est-ce que quand tu changeais de poste, c'était quelque chose qui t'inquiétait ou si, avec le temps, ça fait comme partie de la vie, ça fait partie de l'avancement? Ça fait partie de l'avancement. Puis moi, j'aime ça, comme je dis toujours, je l'ai dit au début, hein, j'aime ça le nouveau. Fait que quand j'arrivais à une nouvelle fonction, je dirais pas que j'ai changé
tant de fonctions de ça. J'ai changé peut-être 3 fois de fonction en 21 ans, 22 ans bientôt, là. C'est juste que dans les fonctions que j'ai, ben, il y avait beaucoup de possibilités de faire du latéral. Fait que le latéral, j'aimais ça d'en faire beaucoup, là. Je suis passé de pas connaître grand-chose, dont on travaillait juste pour Mastercard, puis là, je fais au niveau des investissements, à un moment donné, je faisais le financement, j'ai comme fait plein de petites choses à la banque, là. Fait que ça m'a toujours donné comme un petit regain, tu sais, j'aimais ça, de dire, ben, à la place d'avoir ça comme un recul, moi, je trouvais ça le fun de faire quelque chose de nouveau. Ça me stressait pas, au contraire, ça me faisait comme, ça me donnait un petit peu de stimulation. Ouais, stimulation, puis dire, regarde, c'est le fun que je suis de nouveau. Ouais, je vais prendre une nouvelle affaire. Yes, sir. C'est cool. Puis là, en ce moment, c'est quoi que tu fais? Est-ce que tu travailles avec la clientèle? Est-ce que tu... Non, officiellement, ça fait plusieurs années que je fais ça, que ça fait quasiment 11 ans que je fais ce qu'on appelle EMC, c'est le support aux succursales. Donc, quand les succursales ont peut-être avec des clients devant eux ou pas, mais qui ont des problèmes avec des produits, avec des instructions permanentes, des procédures, tout ce qui rattache les produits bancaires, ben, c'est nous qui appellent, puis c'est nous qui vont les dépanner. Ben, écoute, ton instruction a dit faire ça, faut que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis etc. Fait que on supporte le Canada au complet, là. OK. Donc, il faut être bilingue aussi, j'imagine. Oh yes. Bilingual in both ways. Bon, je constate que c'est pas un... Mais non, j'oublie que tu étais bon à l'école, c'est que tu devais être bon en anglais aussi, puis... Ouais, j'ai appris mon anglais, je l'ai appris en écoutant The Price is Right quand j'étais jeune. Sérieux? Ah, The oui. Price is Right, oui? Ouais, c'était mon émission fétiche quand j'étais tout petit. Les émissions en anglais, là, écouter les petits comiques le matin, là, avec la télé en oreille de lapin, là, avec de la neige dedans, puis... OK, c'est que tu as commencé ça bien jeune, puis tout ça. Ah ouais, oui. J'ai commencé ça jeune, puis je le regrette pas du tout, là. L'anglais, c'est... Malgré que c'est... Oui, j'aime la langue française, c'est important de la garder, mais il faut pas se leurrer, là. L'anglais, c'est très, très important. Si tu veux cheminer un peu dans le monde, là, c'est un must, là. Mes enfants sont tous bilingues, puis je suis bien content, puis ma femme aussi elle l'est, puis ma femme est en informatique, fait qu'elle n'a pas le choix d'être bilingue, là. C'est comme une obligation quasiment notoire, là. Et tes enfants, est-ce qu'ils sont devenus bilingues en écoutant la télé eux aussi, en faisant... Papa, il avait trouvé un truc pour les forcer. Il avait le droit d'écouter un film une fois en français. OK. Après ça, une fois qu'il l'avait écouté, si vous l'écoutez une deuxième fois, c'était en anglais, sous-titré en français. Mais oui, mais c'est bon quand même, là, parce que ils ont quand même une idée du film en français en premier. C'est ça. Puis après ça, ils écoutaient. Puis à l'école aussi, ils ont appris l'anglais, c'est sûr, mais c'est ça. Ils sont pas... Je me suis jamais caché pour faire l'autruche. Je disais, non, c'est juste du français. Si tu veux cheminer dans le monde, si tu veux voyager un peu, là, il faut que tu parles anglais. Là. C'est un must, là. C'est nécessaire. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on oublie le français. Au contraire. Non. Faut préserver notre français. Bien sûr. C'est sûr. Mais c'est ça. L'anglais, ça ouvre beaucoup de portes. Oui. Incroyablement, là. On le sait, mais on s'en rend compte aussi quand on l'a pas puis que ça le prendrait. Effectivement. T'as dit quelque chose, moi, qui m'a vraiment épaté, parce que moi, je suis vraiment pas comme ça. T'as dit que t'aimais essayer plein de choses, même là, comme au niveau de la bouffe puis tout ça. Ouais. Ah, moi, là, je te jure, je pourrais ne plus rien essayer au niveau de la bouffe, là, à partir de maintenant, là. Tu sais, ça fait que je te trouve bien, bien courageux de ça. C'est quoi tes loisirs? Qu'est-ce que t'aimes faire? C'est essayer des nouvelles choses, toujours? Ou... Depuis, peut-être pas tout à fait 10 ans, mettons 8 ans, mettons un chiffron, sûrement 8 ans. Depuis 8 ans, on est rendu avec les jeux de société. Fait que okay. Ça, c'est un gros dada avec ma femme. On a 250 et plus de jeux de société à la maison. 250? OK. Oui. Puis ma femme n'achète à tous les mois parce que c'est ça, c'est son dada, puis c'est notre dada, puis on joue avec des amis. Là. Malheureusement, depuis la pandémie, on joue presque plus avec des amis, là. Mais on joue entre nous autres, fait que ça nous permet il y a environ, juste donner une petite idée aux gens qui connaissent peut-être juste Monopoly comme jeu de société, là, il y a environ 1000 jeux de société qui sortent à chaque année. Tabarouette, je pensais même pas qu'il y en avait autant. Je savais qu'il y a plus que le Monopoly, là, mais... Mais c'est ça qui est le fun, c'est que chaque nouveau jeu amène une nouvelle mécanique, une nouvelle sémantique, une nouvelle façon de faire, une nouvelle histoire en arrière, fait que ça, c'est toujours le fun. L'hiver, quand ça fonctionne, comme je dis, ça fait 27 ans que je suis avec les hiboux, pour le hockey. L'été, c'est la balle molle. Je me suis trouvé une équipe de balle molle quand même
qui savent que j'ai un handicap visuel, mais que c'est correct. Mais je me suis lancé à la balle molle, fait que ça me permet. Je vais commencer à m'entraîner un petit peu plus, fait que ça c'est ça. Puis je fais beaucoup de restaurants quand naturellement ça va recommencer, ben ça va être le fun aussi à recommencer ça. Puis les voyages. On est des popés voyageux, là, on aime ça, on a fait beaucoup de place. Là, fait que, mais que ça recommence, on va se relancer là-dedans. Là, Plusieurs pays, oui. Oui, on a fait beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Sud, puis le plus beau voyage qu'on a fait, mais c'est à Dubaï. Hey, c'est loin ça quand même là. Ma femme, ça pourrait ce que rien coûter, dans le sens ça a coûté mon billet d'avion, parce que ma femme a donné des cours là-bas pour SAP. Pardon. Fait que quand la semaine qu'elle a passé là-bas, ben j'ai pris une semaine de vacances, puis je suis allé la rejoindre, puis on a fait plein de belles expériences, super cool. Là, c'est vraiment, je le recommande. Ça paraît, d'après ce qu'on entend parler, ça paraît que c'est hyper dispendieux, puis ça coûte une fortune si tu veux y aller, mais non. Pas Parce tant. que non, si tu veux dépenser, si tu veux faire des affaires extravagantes, Ouais, là, là, tu il peux y a te lâcher. possibilité, c'est sûr. Il y a le sky is the limit, je te dirais plus qu'à Vegas même. Mais si tu veux aller juste voyager, faire juste quelques petites excursions comme que j'ai fait aussi, puis aller se promener dans les dunes, puis tu vas aller manger au McDonald's, puis tu vas aller manger à la petite épicerie du coin avec les petits restaurants locaux, tu peux t'en sortir pour n'importe quel prix qu'un voyage normal. OK, ça fait que c'est encore là, tu sais, c'est de voir ce qui t'intéresse de faire aussi là, puis Exactement. le budget que. Mais y as-tu été au McDo là-bas? Oui, c'est le premier restaurant qu'on a fait. Sérieux? Sérieux. Quand on est arrivé, j'avais amené mes patins parce que je savais qu'il y avait une patinoire extérieure là-bas à Dubaï. J'avais amené mes patins. Fait que quand on est arrivé, la journée même, le soir, on est allé porter nos choses à l'hôtel. On est allé au super méga, le plus gros centre d'achat. Je suis pas sûr que c'est au monde, en tout cas. Il est immense et gigantesque. Puis on a été le patiner pour aller manger au McDo, pour voir les produits qu'il y avait là-bas à Dubaï, qu'il n'y a pas naturellement ici. Versus nos produits ici, là. C'est ça. Mm-hmm. Puis tu vois, à deux, ça nous avait coûté, en faisant le taux de conversion, 22 $. Bon, ça fait que c'est Fait que c'est peut-être même moins cher qu'ici. ça fait que c'était bien correct. Puis patiner là-bas, ça aussi, c'était une expérience vraiment cool. Là. Tu parles souvent du patin parce que, bon, tu parlais des hiboux. Puis encore là, il y a quelque chose sur lequel je veux revenir parce qu'au début... Parce que tu dis des choses très importantes, je trouve, aujourd'hui, parce que, bon, tu disais, les hiboux, pour moi, c'était une équipe de hockey, point. Tu sais, c'était pas question Au début, oui. OK. Comment t'as connu les hiboux? C'est mon optométriste de l'Institut Nazareth-Loubert, OK. François Dutrissac, qui m'en a parlé. Il dit « Hey, Martin, tu me semble que tu fais du sport un peu. » Puis c'était des débuts que j'ai à l'Institut, là, fait que ça m'a comme aidé à comme cheminer plus, sachant qu'il y avait une équipe de hockey qui existait. Puis il dit c'est les hiboux de Montréal, là, on voit ça souvent passer dans nos choses, ça devrait peut-être t'intéresser, va donc voir Jacques Caron. Il dit là les coordonnées, tout lequel j'ai trouvé ça. Puis j'ai commencé en début janvier 95, puis j'ai jamais arrêté depuis. Mais parce que là, tu disais, bon, parce que, bon, on s'entend que c'est du hockey, mais c'est adapté, ça c'est sûr, pour que les gens le sachent. T'es pas le premier qui nous parle des hiboux, mais quand même. Mais pour toi, ça a été satisfaisant quand même, là, jouer au hockey de façon adaptée. De façon adaptée, surtout que moi, j'ai pas grandi dans le hockey. J'ai appris à patiner, j'avais 12 ans, avec des microns. Des patins à bottines moulées, c'était les premiers patins que j'ai eus. Puis ça m'a permis de quand même pas trop patiner sa bottine. Fait que tu sais, j'ai commencé à patiner sur le tard. Fait que j'ai pas nécessairement le même talent ou la même acuité d'eau. Je suis quand même bon au hockey, pareil. Là. Puis dans cette période-là, quand j'ai commencé en 94-95, tu sais, j'étais encore sur la fin de la zone grisâtre que je te parlais. Là. Fait que ça m'a aidé, ça m'a donné vraiment un bon coup de pouce de hey, wow, c'est cool. Lundi soir, je m'en vais jouer au hockey avec une gang, puis je suis pas mauvais. Je suis dans les pas mal bons. Fait que ça m'a permis de comme sortir de ma griseur, de sortir, regarde, il y a quelque chose de bon il y a pas juste quelque chose de bon, il y a plusieurs choses de bonnes qui arrivent. Là, fait que on va essayer de s'en sortir puis faire autre chose. Puis au début, je connaissais un peu les personnes parce que je les connaissais de nom, mais honnêtement, ça se limitait à ça. Mais plus que les années avancées, ça fait 27 ans, fait qu'à un moment donné, il y a des personnes, ça fait au moins 15, 20 ans qui sont là aussi, fait que
tu vas développer des affinités, c'est sûr. Là, on se voit tous les lundis, on se voit dans des tournois qui se passent, on fait des voyages, parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de voyages que j'ai fait avec les hiboux pour promouvoir le hockey sonore à l'extérieur du pays aussi. Fait que ça m'a vraiment aidé à grandir puis à sortir d'un bout de plate de ma vie. Puis je les ai toujours remerciés, puis je vais toujours les continuer à les remercier tant que je vais être vivant. Donc là, tu joues depuis tout ce temps-là? Oui. Oui, c'est quand même tout qu'un autre... Je pense que t'aimes le changement, mais t'aimes les choses à long terme aussi. Hein? Ah oui, ça c'est... j'aime beaucoup les choses nouvelles, mais comme ça, c'est ma petite dose de... Pas de philosophie, comment on peut dire ça? Ben, de la zone de confort, un peu. Hein, de confort du lundi soir, là, depuis que j'ai... De gang, puis de... De gang, c'est ça. Mm-hmm. Puis en plus, ben, ils acceptent que certains voyants viennent jouer. Fait qu'il y a deux de mes amis très, très proches qui viennent jouer avec moi aussi à tous les lundis. Fait que c'est ça. Que c'est toi qui as comme amené là, qui leur a parlé de ça, puis qui... Oui, j'en ai parlé. Puis ils viennent tous les lundis quand tu as de la place toujours, naturellement, parce que des fois, il y a assez d'handicapés visuels pour qu'on peut jouer sans voyants. Fait que ça, c'est toujours le fun. Mais les voyants, pendant plusieurs années, ont comme aidé à ce que les hiboux continuent à rouler, là, parce que, tu sais, des fois, quand tu joues à 4 contre 4, là, c'est moins le fun un petit peu, là. Mais là, les voyants qui sont là, ils jouent à l'aveugle, eux autres aussi, là. Non, les voyants ont le droit, ils jouent à l'aveugle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de scorer, point à la ligne. C'est le seul gros règlement. Ils n'ont pas le droit de shooter. Ils peuvent shooter au but, mais ils ne peuvent pas faire de but. Fait que c'est... Les voyants savent, tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, il n'y en a jamais eu un qui se pensait meilleur que l'autre. Il y en avait des très bons voyants qui sont vus qui se patinaient très bien, mais ils savent qu'ils ont un rôle plus d'encadrement et de coaching que de vedettariat. Fait que ça, puis je lève mon chapeau à tous nos voyants qui viennent nous voir. Je pourrais donner la liste, il y en a plein, mais on ne fera pas ça. Mais c'est ça, ils savent qu'il faut faire des passes, c'est pour, ils vont coacher, hey, va à gauche, va plus à droite, ok, monte, suis. Ok, donner de l'indication, puis tout ça. Exactement. Ok. C'est que le vedettariat, il se fait entre les non-voyants. Moi, il y a bien des mondes, parce que ça fait 27 ans que je joue. Moi, chez nous, j'ai mon fichier Excel, j'ai mes statistiques depuis que j'ai commencé à jouer avec les hiboux. Mais c'est chez moi, sur mon ordi. Sur la glace, il y a plein de monde qui me le demande. J'ai certains paliers que j'ai advertisés, comme quand j'ai scoré mon millième but, puis quand je fais des gros paliers. Mais le reste du temps, là, c'est de dire, on a perdu ou on a gagné. Quand on joue en équipe. Les chiffres que vous savez, mettons, j'ai scoré 4 buts à soir, mais c'est chez nous. C'est sur mon ordinateur, puis c'est pour moi, c'est personnel. Tu l'as fait de ton propre chef pour toi, puis... C'est ça. Okay. C'est ça. Le reste du temps, on joue en équipe, on perd en équipe, on gagne en équipe, on joue en équipe, puis c'est ça qui est le plus important. Le reste, les statistiques, là, c'est un bonbon. C'est du glaçage sur le gâteau. En tout cas, je remarque beaucoup de choses super importantes, tu sais, que tu as dit, puis aussi, tu sais, bon, moi, je trouve ça merveilleux que ce soit quelqu'un de l'Institut qui a véhiculé, dans le fond, que les hiboux existaient, puis que ça pourrait t'intéresser, puis tout ça. Et je souhaite ardemment que ce soit l'Institut ou les autres organismes n'aient jamais peur de promouvoir un peu ce qui se passe. C'est comme l'Institut de parler des hiboux, c'est pas c'est pas c'est pas de la concurrence, là, c'est juste de promouvoir ce qui se passe dans le milieu. Je trouve ça extraordinaire parce que ça t'a servi, puis comme tu l'as dit toi-même, ça t'a aidé justement à sortir de ta zone un peu grisâtre, puis de cheminer dans le domaine des non-voyants. Ce que je sens aussi, que ça fait peur à certaines personnes. Hein? Il y a des gens qui ont peur d'aller cogner aux portes, d'aller s'informer, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Même si vous aimez pas ça, que c'est pas ce que vous pensiez, ou ça fait sortir, ça fait connaître des gens. Moi, en tout cas, je prône ça beaucoup, beaucoup. Moi aussi, c'est l'épanouissement entre nous autres, de s'aider mutuellement. Puis l'exemple qu'on peut donner le plus parfait, quand ma fille est née, elle avait des cataractes, Karine. Puis même à Sainte-Justine, ils ne savaient même pas que l'Institut Nazareth Loubert existait. Moi, je le savais parce que j'y étais là.
Mais c'est quand même Fait spécial quand on pense à ça. Aujourd'hui, c'est différent, mais je veux dire, quand ma fille est née en 91, ouais, excuse-moi, en 91, je sais pas, je me trompe, elle va me, elle va me tirer une Mais balle. c'est encore dans En les 80. années 90 C'est ça. dont on parlait Puis, tantôt. quand je me suis mis à parler que, ouais, ma fille pourrait aller à l'Institut ouvert, puis, ah, ouais, c'est quoi ça? J'en parle à mon ophtalmologiste qui a opéré ma fille parce elle connaissait pas ça. Elle, dans sa tête, c'était pas comme ça, puis je suis bien content parce que l'Institut a aidé ma fille, puis a aidé mon plus jeune aussi, puis ils sont en train d'aider deux de mes petits-enfants. Fait que, ils font du très, très bon travail. Là. Je suis pas là. Je suis pas payé par eux autres, mais je suis là pour leur dire que l'Institut Ouvert fait vraiment du excellent travail pour les handicapés visuels. Là. C'est vraiment, je le vois là, dans toutes les sphères, que ce soit au niveau travail, au niveau famille. Oui, puis c'est le centre de réadaptation quand même, là, s'il y a des problèmes visuels à détecter, à déceler, là, puis faire le suivi de ça, puis c'est quand même c'est très important. Effectivement. Et Martin, moi, ce que je ressors encore plus de notre entrevue, c'est que tu sembles pas avoir eu peur de foncer dans aucun milieu, dans aucun domaine. Ça m'impressionne, je trouve ça fantastique qu'on se soit parlé aujourd'hui. Ça fait plaisir, mais je pense que la phrase que je me dis souvent, c'est que les limitations, c'est nous autres qui se les mènent nous-mêmes. C'est pas... si je me serais écouté bien des fois, là, j'aurais écouté les autres plutôt bien des fois, là, il y a bien des affaires que j'aurais pas faites parce qu'ils me disaient que c'était pas faisable. Comme avec mon handicap, je jouais à la balle molle parce que je joue pas avec des handicapés visuels, je joue avec des personnes voyantes. Oui, c'est vrai, je voulais en parler aussi avant qu'on finisse. C'est que ça, dans le fond, tu as approché une ligue de balle molle qui est pas adaptée. Non, c'est ça. Puis je suis lanceur, puis comme je dis, c'est parce qu'en étant lanceur, je suis capable de voir la balle partir puis la voir arriver. C'est sûr que aussitôt qu'elle est frappée dans les airs, qu'elle est frappée trop haut, je la perds, c'est officiel. Fait que tous mes collègues, mes coéquipiers que je vais, qu'ils savent, puis je vais le dire tout de suite. Je vais dire, OK, je vois pas mal. Je me tasse, puis c'est quelqu'un qui va venir la chercher s'il y a quelque chose, puis il y a pas de... C'est une ligue amicale, on est comme 4 équipes, puis je joue avec les mêmes depuis quasiment 7 ans, puis c'est ça. Puis j'ai fait du baseball aussi en 2015, que c'est un sport qui j'aimerais ça qui se développe au Québec, mais que ça, pour l'instant, c'est pas dans les cordes, là, mais c'est un sport qui est intéressant pour les handicapés visuels qui permettrait de complémenter ce qu'on peut faire l'hiver au hockey, mais l'été, on pourrait jouer au baseball. Puis c'est comme, aux États-Unis, c'est hyper fort, là. Il y a des ligues, puis il y a même des coupes de championnats mondiaux de ça, là. On en parle, puis j'espère que la monde va pouvoir l'écouter puis faire quelque chose, parce que ce serait vraiment intéressant qu'on ait ça au Québec, là. Ben, effectivement, on est toujours à l'affût de nouvelles activités, puis de nouveaux sports, puis et puis de toute façon, hein, comme tu disais, c'est les jeux de société, il y a plein de choses, c'est fou. J'imagine que tu dois pas beaucoup t'ennuyer. Non, en fait, là, le confinement, un petit peu plus, là. C'est le social qui manque un petit peu, puis le fait de pas pouvoir voir les tout petits, puis voir mes petits-enfants, ben j'en ai 4. Puis de voir ma fille, puis parce que c'est notre routine, ça. Ma fille venait tous les samedis chez nous, on jouait à des jeux, puis le vendredi, c'était avec une gang d'amis, puis etc. Fait que ça, depuis 1 an, ça nous manque pas mal, ça. C'est ça, là, c'est sûr que là, tout le monde est limité plus à cause de ce mot juste de confinement que, comme on disait avant de commencer l'enregistrement, on sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Mais... C'est ça. Bon, au moins, les vaccins vont aider, là, fait que ça va donner un petit coup de pouce, là, fait que... Et une chance que la technologie, hein, parce que ça aussi, on en parlait avant. On fait l'entrevue à distance encore une fois aujourd'hui parce que on peut pas se voir. Hein? Puis c'est pas parce qu'on est loin, on est même très proche et on peut pas se voir. Et on fait l'entrevue à distance et je pense encore une fois que le fait de faire des trucs, au moins d'avoir l'ordinateur, d'avoir les plateformes, de pouvoir au moins se parler puis... pour ceux qui peuvent se voir là-dessus aussi, c'est déjà ça, même si c'est pas comme les contacts humains. Non, effectivement. C'est pas pareil, mais en attendant, il faut faire avec. Il faut se plier au confinement, je veux dire. Ben, aux consignes Aux consignes, c'est ça, merci, excuse-moi. Aux consignes qu'on a pour que plus tard, que ça aille mieux. C'est un mauvais bout à passer, mais regarde, on le passe tout le monde ensemble, puis après ça, tout va aller mieux. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas à cause du handicap, c'est vraiment tout le monde qui... Mais c'est peut-être qu'avec le handicap, ça nous
des fois, pour certaines personnes, ça peut être encore plus limitant, mais bon. Oui, c'est ça que je trouve qui est un petit peu plate des personnes handicapées visuelles. C'est ça que moi, je me considère hyper chanceux, ma femme à voir. Mes enfants sont corrects, puis ils voient aussi, mes amis ils voient aussi. Fait que le social, la socialisation qui est faite est là pareil. Mais quelqu'un qui a pas personne de voyant dans son entourage, puis qui connaît juste des personnes handicapées visuelles, c'est plus difficile un petit peu là, de... Ouais, moi je pense à ma gang, là, à l'association des aveugles de la Rive-Sud. Ouais. Là. Il y en a que c'était ça, un peu leur sortie, là, d'aller dans ces activités-là. Puis là, bon, Ben oui. il y en a plus. Puis, mais encore là, je vais dire, téléphone pour ceux qui sont capables, l'ordinateur. Téléphone, Zoom, Skype, FaceTime, tout est possible. Puis c'est rendu tellement facile d'accès aujourd'hui que ça vaut la peine de les utiliser. En tout cas, Martin, je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de longévité dans tes dans tes projets qui sont déjà bien entrepris et d'avoir aussi toujours place à la nouveauté puis essayer les nouvelles choses, de la nouvelle bouffe, des nouveaux jeux de société. Je te remercie, Martin. Ça fait un plaisir de te parler. Oui, vraiment un plaisir partagé et bonne chance dans la fin du confinement et dans la suite. À toi aussi et à tous tes auditeurs. Merci beaucoup. C'est beau. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!